Bon, merci, merci à vous d'être là. Merci à Monsieur le Président de la PRT pour son invitation. Je suis très, très content d'être ici. Donc, je vais vous reparler des carences nutritionnelles. Désolé pour ceux qui ont déjà entendu. Et après, ce sera des cas cliniques nouveaux. Alors, commençons. Alors, juste... Pourquoi ça ne marche pas? Ah. Il y a un problème technique. Ça avance pas. Ah, voilà. D'accord, ça ne marchait pas. Donc, j'ai déjà perdu 45 secondes. Alors, les carences nutritionnelles, je voudrais d'abord faire une définition parce qu'il y a souvent une confusion. Quand on parle de régime équilibré, c'est pour prévenir les carences. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Chez les obèses, parce que souvent on dit aux obèses, il suffit qu'ils aient un régime équilibré. Non, chez les obèses, c'est un régime restrictif, qui doit être bien sûr équilibré pour éviter les carences, mais c'est un régime restrictif. Donc, on va parler d'une alimentation équilibrée. Vous savez que j'aime bien présenter ça en 4 piliers, qu'on va voir un par un. Et on va commencer donc par le principal pilier, probablement, qui est le fer. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas, il faut le noter, tout récemment, les définitions de la carence martiale ont changé. C'est l'Association européenne d'hématologie qui, en 2024, a changé. Vous savez qu'avant, c'était avant 5 ans, 12 microgrammes par litre. Après 5 ans, c'était 15 microgrammes par litre. Et là, maintenant, ça a changé. Avant 5 ans, ça n'a pas changé, 12 microgrammes par litre. Mais après 5 ans, maintenant, c'est 30 microgrammes par litre. Alors, pourquoi les hématologues? Parce que le gold standard, c'est la ponction de moelle pour faire un diagnostic de carence martiale. Et vous voyez qu'en cas d'inflammation, quand la CRP est augmentée, c'est 30 microgrammes par litre avant 5 ans, 70 après 5 ans. Donc, on est devant une situation où déjà la carence martiale est extrêmement fréquente. Alors, vous voyez, ça, c'était quelque chose qui était planétaire, européenne. Donc, en Europe, on a déjà pratiquement un tiers des adolescents qui sont carencés en fer. Dans les pays en voie de développement, vous voyez que ça peut atteindre des chiffres absolument énormes. Hein. Vous voyez de l'autre côté, 79% au Sénégal, 81%, c'est l'anémie, mais c'est essentiellement, mais pas exclusivement, l'anémie par carence martiale. Et puis cette étude très récente, là, de 2023, aux États-Unis, qui a montré, vous voyez, ils avaient pris des seuils de 25 et 50. Je vous rappelle que c'est 30, donc c'est à peu près entre les deux. Et vous voyez qu'on est entre 39 et 78%, c'est-à-dire que presque la moitié des adolescentes et des jeunes femmes sont carencées en fer aux États-Unis. Et je rappelle que les Américains mangent plus de viande que les Européens. Alors, les besoins en fer, on avait fait un groupe de travail à l'Institut français de pédiatrie, ils sont particulièrement élevés, vous voyez, c'est de 1 à 2 mg par jour de fer absorbé, pas de fer ingéré, de fer absorbé. Et comme vous le savez aussi, l'absorption du fer, elle peut se faire sous forme héminique ou sous forme non héminique. La forme héminique, c'est celui qui est donné par l'hémoglobine et la myoglobine, donc par ici le fer héminique. Il est bien absorbé, c'est-à-dire 20 à 30%, alors que le fer des végétaux, ici, il est très très mal absorbé parce que c'est du fer ferrique qui doit être réduit en fer ferreux avant d'être absorbé. Et donc, pour absorber 1 mg de fer, voilà ce qu'il faudrait ingérer. Donc, vous voyez, environ 180 grammes de produits carnés. Et ensuite, plus la viande est blanche, moins elle est riche en fer. Vous remarquez aussi que les œufs sont pauvres en fer. On ne peut pas remplacer la viande par des œufs, contrairement à ce que certains prétendent. Quant aux végétaux, je crois que ce n'est pas la peine d'en parler. Vous savez qu'en France, il y a quelques mouvements sectaires qui pensent le contraire, mais je les laisse. Alors, si vous avez vite fait le calcul, tout à l'heure vous avez vu, c'est 1,8 mg chez les garçons adolescents, 2,4 mg chez les filles. Et si on traduit ça en produits carnés, vous voyez que c'est absolument énorme, 400 grammes. Aucune adolescente ne mange 400 grammes de produits carnés. Et ça, c'est toutes ces adolescentes, en tout cas moi j'en vois toutes les semaines, toutes ces adolescentes que vous voyez, qui ont des règles souvent assez abondantes, qui mangent de la viande, mais qui sont carencées en fer quoi qu'il arrive. Quand je dis adolescentes, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont comme ça, peut-être même dans cette salle. Donc, quand vous avez la malchance d'être à droite de la courbe de Gauss, parce que la
l'absorption du fer, c'est une courbe de Gauss, eh bien, vous absorbez très, très mal le fer, et donc vous avez des besoins absolument énormes. Mais si on prend les besoins médians, c'est-à-dire pour 50% de la population, vous voyez que c'est à peu près 200 grammes de produits carnés, ce qui est bien sûr correct. C'est pour ça que le groupe de travail de la Société française de pédiatrie que j'avais animé en 2017 a conclu qu'il fallait 2 produits carnés par jour, en sachant que le poulet, c'est du produit carné. Vous voyez, on voit un poulet ici. Le poulet est un produit carné, ce n'est pas que de la viande rouge, bien évidemment. Alors, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi ça donnerait le cancer du côlon et une altération de la fonction rénale. Le cancer du côlon, chez l'enfant, c'est sûr que non. Chez l'adulte, le cancer du côlon, à mon avis, sont dus à des biais. C'est des études, bien sûr, observationnelles et sont dues à des biais de confusion avec des facteurs confondants. L'altération de la fonction rénale est un mythe. Donc, premier pilier, 2 produits laitiers par jour. Passons au pilier maintenant du calcium. Alors, avec l'EFSA, donc l'Agence sanitaire de sécurité des aliments européenne, voilà les besoins qu'elle préconise. Donc, vous voyez, chez l'adolescent, 1150 mg par jour. Je vous rappelle que là aussi, c'est une courbe de Gauss. C'est-à-dire 1150, c'est bien sûr la médiane pour les 2 déviations standards. Hein. Quand on donne des besoins, c'est pour couvrir les besoins quand on donne des apports recommandés, c'est pour couvrir les besoins de 97,5% de la population. C'est-à-dire ceux qui sont à droite de la courbe de Gauss. Alors c'est sûr que pour ceux qui sont à la médiane ou à gauche, c'est trop. Enfin, c'est trop. C'est plus qu'il n'en faut. Mais donc, il ne faut pas. C'est pour ça que 1150, beaucoup d'adolescents ne consomment pas 1150 mg, mais il y a que ceux qui sont à droite de la courbe de Gauss, comme pour le fer, qui vont être carencés en calcium. Alors voilà la teneur en calcium de différents produits laitiers. Bon, le lait, tout le monde connaît, 120 mg pour 100 ml. Et vous voyez que un yaourt, c'est plus riche qu'un petit suisse, mais la concentration en calcium d'un petit suisse est supérieure à celle d'un yaourt. Parce que vous voyez que dans 60 grammes, il y a 66 mg, alors que là, dans 125 grammes, il y a 120 mg. Puis le fromage blanc et les fromages à pâte dure sont presque 2 fois plus riches que les fromages à pâte molle. Alors la question, c'est ça, est-ce qu'on peut remplacer les produits laitiers par des végétaux ou par de l'eau minérale riche en calcium? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le tiers seulement du calcium du lait est absorbé. Tout à l'heure, vous avez vu, c'était 20-30% pour le fer héminique. Ben là, c'est à peu près pareil, c'est un tiers seulement du calcium du lait qui est absorbé. Si on prend donc cette biodisponibilité, donc de 1 pour l'absorption du fer, décidément, du calcium des produits laitiers, vous voyez que certains végétaux, notamment le chou et le brocoli, ont un calcium qui est mieux absorbé que celui du lait. Le seul problème, c'est que les végétaux, vous savez, c'est 80-90% d'eau. Donc, même si c'est des végétaux riches en calcium, ça reste quand même une concentration qui reste médiocre. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai essayé de faire des équivalences. C'est-à-dire, voilà, 380 mg de calcium, c'est les besoins, le tiers des besoins quotidiens d'un adolescent, 11-18 ans. Donc, vous voyez qu'il lui faut soit un bol de lait. Un bol de lait, c'est environ 300 ml. 3 yaourts, vous voyez, s'il mange 3 yaourts, c'est le tiers des besoins, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'eau. Et les eaux, alors c'est des noms peut-être que vous n'avez pas ici, mais c'est des eaux comme Courmayeur, Contrex, qui sont à environ 500 mg par litre de calcium. Et donc, quand vous buvez ces eaux-là, vous voyez qu'avec, là c'est le tiers, avec environ 2 litres, multiplié par 3, avec environ 2 litres de ces eaux, eh bien, les adolescents, notamment les adolescentes, peuvent assurer leurs besoins en calcium. Donc, je ne sais pas quelles eaux ici vous avez qui sont riches en calcium, elles ont un goût, mais on peut tout à fait le faire. Bon, je n'insisterai pas sur les végétaux, où bien évidemment, c'est absolument impossible d'assurer, contrairement à ce que certains disent en France, d'assurer les besoins en calcium. Donc, avec les eaux minérales riches en calcium, on peut, mais pas avec les végétaux. Et donc, dans le groupe de travail qui avait été animé par Justine Baqueta et Agnès Linglard, qui sont 2 grandes spécialistes du calcium et de la vitamine D, et auxquelles j'avais eu la chance de participer aussi, eh bien, on avait conclu qu'il fallait 3-4 produits laitiers par jour chez les adolescents pour assurer leurs besoins en calcium. Ou bien, j'ai ajouté en italique, parce que ce n'était pas écrit aussi clairement, mais on peut en déduire ça dans les recommandations, 1,5 à 2 litres d'eau minérale riche en calcium à au moins 500 mg. Alors, la grande question qu'on s'est posée, c'est qui doit-on supplémenter?
S'il fallait supplémenter les adolescents qui ne consomment pas 3-4 produits laitiers par jour, on en aurait supplémenté quasiment les 4/5e. Et donc, avec Agnès Linglard, on a notamment dit que voilà, on allait fixer le minimum, c'est-à-dire 300 mg. Au-dessous de 300 mg, tous les adolescents seront carencés en calcium. Vous savez, c'est la courbe de Gauss. Et donc, on a dit que c'était ça. Donc, conclusion de manière très pratico-pratique. Voilà les 3 questions que vous posiez à vos adolescents. 1, est-ce que tu bois du lait le matin? S'il dit oui, terminé, il ne sera pas supplémenté. 2, est-ce que tu consommes au moins 3 produits laitiers par jour? S'il dit oui, il est sauvé. 3, est-ce que tu consommes au moins 1,5 litre d'eau par jour riche en calcium? S'il répond non à ces 3 questions, vous le supplémentez. Voilà donc le deuxième pilier, 3-4 produits laitiers par jour avec des eaux minérales riches en calcium à défaut. Troisième pilier, le DHA. Le DHA, je vous rappelle, c'est un oméga 3 issu de l'acide alpha-lidonélique, qui est un acide gras essentiel et qui est absolument essentiel pour le fonctionnement du cerveau. Alors vous savez que chez le petit, les enfants qui nous intéressent, c'est le développement cérébral et donc les performances cognitives. Et pour nous qui ne sommes plus des enfants, mais qui sont plutôt à l'autre extrémité de la vie, eh bien, une corrélation avec la sénescence du cerveau et donc la démence. Et certains pensent que c'est comme le calcium, le stock en DHA dans le cerveau se fait dans les premières années de vie et pourrait être corrélé, ça n'a pas encore été démontré, à la démence à nos âges. Alors, l'EFSA recommande, bien que ce ne soit pas un acide gras essentiel, puisqu'on est capable de le synthétiser, recommande un minimum de 100 mg par jour de 0 à 2 ans, mais ce qui nous intéresse ici, 200 mg par jour de EPA et DHA. Alors, la seule façon d'assurer ça, c'est de manger au moins une portion de poisson gras par semaine. Vous voyez ici, c'est les besoins hebdomadaires d'EPA et DHA, c'est 1,75 g. Donc, vous voyez qu'avec 100 g de ces poissons-là, vous voyez on a une moyenne de 2 grammes quand on mange 100 g de ces poissons-là. Donc, il faut que vos adolescents consomment ces poissons-là, maquereaux, saumon, sardines, harengs, truites. Par contre, tous les poissons qui sont plutôt blancs, par exemple la limande, la sole, la lotte, le cabillaud, qui sont de très bons poissons, malheureusement, sont pauvres en DHA. Donc, 1 ou 2 portions de poissons par semaine, dont 1 gras, suffit. Alors, souvent, on pose la question des contaminants dans les poissons, métaux lourds, mercure, arsenic. Vous savez, c'est toujours le problème de faire peur. En France, on aime bien faire peur. Là, je voyais que mes collègues psychiatres citaient beaucoup la HAS en France. Si vous saviez comment sont faites les recommandations. Bon, je vous expliquerai après si vous voulez. Mais il y a des fois, vraiment, on se demande qui les fait. En tout cas, pour la nutrition, c'est le summum. Hein. C'est fait, par exemple, en France, ça a été fait par des ingénieurs agronomes. Alors, en réalité, moi, je n'ai jamais vu, je ne sais pas si quelqu'un a vu une fois ici une contamination par le mercure, mais ça vient d'un problème qui avait eu lieu au Japon, à Minamata, où une usine